Eh bien bonjour, c'est Style Comics pour une nouvelle vidéo très différente de celle que j'ai l'habitude de faire, mais là c'est les vacances bientôt, c'est les fêtes de fin d'année, et du coup j'aurai moins de temps pour faire de l'analyse, et je me suis dit quand même que c'était dommage de ne pas pouvoir vous parler de quelques comics que j'ai achetés récemment et qui je pense vont mériter le coup d'œil graphique et sur lesquels je ferai sans doute des vidéos prochainement. Donc pourquoi pas vous les présenter un petit peu rapidement à travers trois petites vidéos. Je dis petites bien que je crains qu'elles soient un peu longues à l'arrivée, mais on verra bien. Trois petites vidéos donc pour vous parler des comics Marvel tout d'abord, après les comics DC, et puis une vidéo sur les comics indépendants que j'ai achetés récemment, ces 2 derniers mois on va dire. Et je vais essayer aussi de vous dire soit pourquoi j'ai voulu tenter ces séries, soit ce qui m'intéresse dans les artistes qui sont dedans. Et puis ça me permettra aussi d'évoquer, de commenter déjà quelques petites pages qui me plaisent, ou en tout cas qui justifient même des fois pour moi l'achat du titre. Alors on va commencer par un très très grand classique, Avengers Forever, par Kurt Busiek, Roger Stern, Carlos Pacheco et Jesus Moreno, je pense, qui ancre toujours Carlos Pacheco à l'époque, puisque après vous savez peut-être que Jesus Moreno est parti dessiner, c'était déjà un bon dessinateur, il est parti dessiner de son côté, et du coup je peux dire qu'en fait je trouve que c'est vraiment le top du top de ce duo, cet album, parce que Jesus Moreno a apporté beaucoup de choses au dessin de Carlos Pacheco, qui reste toujours qualitatif aujourd'hui, mais on voit avec le recul que Jesus Moreno a apporté beaucoup de détails, notamment dans les décors ou des fois dans les textures aussi. On retrouve moins aujourd'hui dans le dessin de Carlos Pacheco, qui reste encore une fois très qualitatif. C'est intéressant de voir que c'était vraiment un duo qui se complétait, et c'est vrai que Avengers Forever, c'est un peu le magnum opus de ce duo. Je reviens pas sur l'histoire, que de toute façon je vous recommande de lire, bien qu'elle soit très complexe, mais c'est un bon moyen d'essayer de faire un tour de l'univers Marvel et de différentes périodes, de différents comics même qu'on n'a pas forcément lus, mais qui sont assez intéressants. Et puis c'est un boulot extraordinaire de Kurt Busiek et de Roger Stern d'avoir réussi à faire ce travail de relier et d'essayer d'expliquer des choses les plus alambiquées ou les erreurs de continuité les plus importantes. Et puis je pense que c'est une bonne préparation aussi pour la future arrivée de Kang dans le MCU. Donc clairement, là-dedans, dans cette Avengers Forever, et notamment on le voit là dans cette double page, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais et tout ce que j'aime chez Carlos Pacheco, à savoir une façon bien à lui de designer les visages de manière assez classique, on va dire, par rapport à du comics, mais toujours avec une capacité à gérer des expressions très différentes, à faire des traits assez fins là-dessus. C'est aussi un artiste qui est très à l'aise aussi bien avec des costumes classiques, comme là on peut voir Captain America par exemple, ou avec des versions plus modernes, plus high-tech. On voit qu'effectivement la technologie, ça n'a pas de problème, c'est pas un problème pour lui. Et il sait aussi donner, je trouve, cette modernité aux concepts les plus délirants, les plus anciens. C'est pour ça que Kang fonctionne parfaitement bien. Tout au long de cette série, on va voir que les personnages du Silver Age, ou enfin des premiers Marvel, y compris des personnages bien alambiqués comme le fameux Phantom, je crois qu'il s'appelait Phantom ou Space Phantom, des 4 Fantastiques. Et il arrive toujours à les représenter de manière intéressante. Et là, c'est un vrai festival, puisque en utilisant le personnage de Kang, il a la possibilité, dans le récit que lui propose Busiek et Stern, d'illustrer des tas de choses, des tas de personnages d'époque, des véhicules, et on voit que vraiment rien ne semble arrêter, comme on voit ces guns énormes et parfaitement bien stylisés qu'utilise Kang ici. Et puis on retrouve, moi, une chose que j'adore particulièrement chez Carlos Pacheco, c'est son sens de la posture des personnages. C'est un dessinateur qui a cette capacité à donner énormément de dynamisme, comme on peut le voir ici, que ce soit la posture de la guêpe, celle dans les différentes cases, la façon dont il arrive à composer à chaque fois quelque chose de très dynamique, des personnages
aux muscles tendus mais qui n'ont pas l'air figés. Son jeu sur les mains est extraordinaire aussi, c'est une des choses qui m'a toujours fasciné chez lui, cette capacité à toujours donner au personnage une posture de main très significative, très originale. Et donc moi vraiment je suis toujours très content de reparcourir ce comics qui est encore une fois très foisonnant, très complexe. Moi je vous invite d'abord à lire toute l'histoire, à bien vous immerger dedans, et puis après de revenir planche par planche et de regarder le dessin parce qu'il y a des choses magnifiques et il y a tellement de détails à certains moments que ça vaut le coup d'y revenir. Et typiquement les pages que vous voyez, ou par exemple cette posture de Captain America en train de repousser avec son bouclier tous ces personnages et qui exploitent parfaitement la verticalité de la case, ou celle justement sur contrepoint avec pour point jaune justement à gauche, où la même verticalité est exploitée de manière complètement différente. Voilà, c'est ce genre de prouesse, il y a un storytelling varié, parfaitement maîtrisé, toujours lisible, avec des designs de personnages très très intéressants. Donc Avengers Forever, je l'avais acheté il y a très longtemps en TPB plutôt grand format, et là je pense que à l'occasion où je parlerai de Carlos Pacheco, je reviendrai un petit peu plus longuement sur ce petit monument de comics que je recommande fortement. Alors dans mes derniers achats, on trouve bien évidemment Beta Ray Bill, sur lequel je ne vais pas revenir longuement. J'en ai déjà parlé à l'occasion de la gentille invitation de Comics Discovery lors de leur podcast. Et puis si vous avez fait un petit tour sur mon blog, vous savez que j'ai consacré un long article à Daniel Warren Johnson, qui a été une de mes grandes découvertes de ces 2 dernières années. J'étais passé un petit peu à côté, malheureusement, et j'ai rattrapé depuis son œuvre, et c'est un artiste que je trouve vraiment passionnant. Donc Beta Ray Bill, c'est non seulement une histoire touchante, intéressante, et qui en plus je trouve s'intéresse à un personnage un peu marginal, un peu décalé, que l'on pourrait considérer comme ridicule, et il arrive scénaristiquement à lui donner un intérêt et à le rendre plus humain que jamais. Et en plus visuellement c'est une petite merveille. Là encore c'est foisonnant, c'est bourré de détails, les designs sont vraiment excellents. Il arrive à fusionner parfaitement l'aspect traditionnel, on va dire médiéval de Asgard avec l'aspect technologie et space opéra. C'est ultra dynamique, on retrouve tout ce que j'aime chez lui, l'utilisation des onomatopées, la profondeur de champ, les perspectives, les impacts. Voilà, ça vous spoil quelque chose, mais c'est pas très grave, parce que c'est pas vraiment fondamental dans l'histoire. Voilà, tout y est, c'est quelque chose d'épique. C'est vraiment, ça faisait longtemps que je m'étais pas dit que j'avais lu quelque chose d'épique en comics. Donc que ce soit sur la version print sortie chez Panini qui est en grand format, ou que ce soit en format digital comme pour moi, ici, voilà, jetez-vous dessus, c'est un très bel album, ça vaut le coup, et c'est un régal pour les yeux. Alors j'ai aussi acheté Ultimate, saison 1 et saison 2. Donc c'est une série que j'ai déjà, évidemment, que j'avais acheté à l'époque en single, en VO, que j'avais guetté dès le premier jour après avoir vu les designs de Brian Hitch dans un numéro de Wizard, et notamment l'armure d'Iron Man que j'avais trouvé impressionnante, et qui vraiment était en rupture totale avec tout ce qui a été fait à l'époque. Et puis c'est une série qui alors dont à la relecture j'ai trouvé moins puissante scénaristiquement que la première fois que je l'avais lu, en fait. Alors, il y avait un peu cette idée, cette approche, puis on était un peu je crois que c'était peut-être le premier ou le deuxième comics de Mark Millar que je lisais à l'époque, donc c'est vrai que j'étais pas encore blasé de son style, on va dire, comme je peux l'être des fois aujourd'hui. Je dis des fois parce que c'est pas le cas pour tout, mais voilà, il y a certaines facilités scénaristiques ou de style ou de construction de scène qui aujourd'hui peuvent m'agacer, mais à l'époque il y avait peu d'œuvres derrière lui, donc j'étais pas vraiment comme ça. Mais c'est vrai que The Ultimate, il y a du bon et du mauvais. Il y a notamment des caractérisations de personnages dont je suis pas très fan, comme Captain America par exemple, mais en revanche c'est visuellement et même dans la construction globale des épisodes, il y a un vrai rythme. Il y a souvent les saisons sont vraiment découpées en 2-3 actes, c'est vraiment découpé comme des films d'ailleurs, avec des intrigues parallèles, etc. Donc c'est vraiment des comics d'ailleurs qui valent le coup d'être lus d'une traite, plutôt que de les avoir lus en périodique comme je l'avais fait à l'époque. On se rend mieux compte de la structure. Donc moi, je vous recommande plutôt de le lire comme ça.
Mais c'est surtout un festival, quoi. C'est-à-dire, je connaissais Brian Hitch à l'époque, que j'avais suivi sur Stormwatch et sur Authority, évidemment. Mais pour le coup, le saut qualitatif est vraiment très impressionnant avec The Ultimates, et notamment avec cette scène d'ouverture, parfaitement documentée, parfaitement dessinée, extrêmement bien découpée, avec notamment ces plans à droite du débarquement qui ressemblent vraiment à des images que l'on a pu voir dans des films, dans des images d'archives, etc. C'est aussi une des choses que je trouve vraiment passionnante dans ce comics et qui donne le ton d'entrée de jeu, c'est que on va être dans du réalisme, et on va être dans du réalisme pas seulement dans l'univers des super-héros, mais vraiment au plus proche de l'univers réel. Et donc commencer un comics comme The Ultimates avec une scène de guerre finalement assez traditionnelle, type le soldat Ryan, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire, surtout que là tout y est. Je crois que c'est Paul Mons qui fait les couleurs, qui est un très bon coloriste pour Brian Hitch, parce que justement il a des teintes qui, je trouve, collent parfaitement au réalisme de Brian Hitch. L'encreur va me revenir, mais c'est aussi un très bon encreur de Brian Hitch. Bref, tout est très très bon. Ce costume qu'il a designé, puis qui a été effectivement une forte source d'inspiration pour le premier Captain America dans le MCU. Et puis tout est vraiment extrêmement bien chorégraphié. Là, je passe rapidement sur ces pages, mais c'est vraiment une des grandes qualités de The Ultimates. C'est la chorégraphie des scènes d'action, que ce soit les scènes d'action physiques, de combat corps à corps, que ce soit l'enchaînement aussi dans les affrontements, notamment un peu plus loin, il y a un affrontement entre Captain America et Hank Pym sous sa forme Giant Man, qui gère parfaitement la différence de taille entre les deux personnages, qui gère leur intégration dans le décor. Voilà, c'est une vraie démonstration, c'est un vrai modèle. On peut ne pas aimer l'histoire, on peut effectivement, comme moi, ne pas trop aimer parfois la caractérisation des personnages et leur côté un peu trop hype, un peu trop exagéré, leur travers un petit peu trop poussé à certains moments. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont ils crédibilisent immédiatement l'univers, et je trouve en plus donne beaucoup de sens à l'univers Ultimate, puisque à l'époque on était, je sais pas si le run était terminé, mais en tout cas on avait en parallèle le run de Kurt Busiek qui était revenu à des Avengers un peu plus classiques, et pour le coup l'approche étant tellement radicalement différente ici, stylistiquement, scénaristiquement, que du coup je pense que, en tout cas je trouve que ça donnait, c'est un peu sa raison d'être au Ultimate, soit vraiment une réalité alternative complètement décalée. C'était un ton qu'on ne retrouvait pas forcément à ce point-là dans les autres séries Ultimate, comme Ultimate Spider-Man par exemple, ou Ultimate X-Men. Mais c'était quelque chose qui était suffisamment innovant pour pouvoir coexister avec les Avengers de Kurt Busiek. Donc voilà, donc, moi je vous recommande, c'est vraiment excellent de bout en bout, et d'autant plus que, et c'est assez rare pour le souligner, c'est que les 2 premières saisons, je vais dire les 2 premières, après il y en a une troisième, et puis d'autres qui ont suivi, mais ces 2 premières faites par Mark Millar et par Brian Hitch, je crois que c'est Paul Neary qui l'encre, mais il faudra que je vérifie ça, sont vraiment du même niveau qualitatif, du début à la fin. Il a fallu attendre des fois très longtemps entre chaque épisode, mais il n'y a pas eu de raccourci, il n'y a pas eu de fill-in, tout était parfaitement bien dessiné tout le temps, jusqu'au bout. Les scènes d'action sont assez extraordinaires, et la saison 2 se paie le luxe d'avoir un climax encore plus spectaculaire, encore plus impressionnant, avec notamment je sais pas, plus qu'une splash page, hein, d'ailleurs c'est en 6 parties je crois, 6 ou 8 parties, qui est une immense page à l'époque qu'on dépliait dans le comics. Et d'ailleurs, si vous achetez l'omnibus, parce que j'ai aussi acheté l'omnibus pour cette série, ils ont conservé ce truc-là à l'intérieur. Donc vous avez ces 8 pages qui forment un poster magnifique de combat contre des différents personnages. Bref, voilà, je vous le recommande, c'est magnifique, c'est un incroyable travail, et la colorisation est dingue aussi. Vraiment très très adapté. Et puis c'est une petite leçon de découpage et de storytelling à chaque fois. Donc incontournable, absolu, The Ultimate. Alors on reste dans l'univers des Avengers avec les Young Avengers aussi, qui est une série début des années 2000, si je me souviens bien, qui a été faite par Alan Heinberg, qui venait de la télévision, si je ne m'abuse, et puis Jim Chung, qui était aussi un dessinateur que j'avais découvert à l'époque dans un studio qui a disparu, qui s'appelle CrossGen, qui n'avait pas exactement ce style-là, et là qui revient avec
le soutien d'un paquet d'encreurs, hein. Vous voyez John Dell, Mark Morales, Drew Guerassi, pardon, et qui propose en fait un travail vraiment très très différent. Alors on retrouve dans ce style ce qu'on peut aimer ou pas aimer, hein. D'ailleurs, moi je suis toujours un peu partagé chez Jim Chung par rapport à ça. Ce sont ses visages, en fait. Il a un type de visage, je trouve, qui fait un peu tous les personnages très juvéniles. Donc, à part Jonah Jameson, qui effectivement, sur lequel il accentue quelques traits, mais après, on a souvent des personnages adultes qui ont un air juvénile. C'est un peu compliqué des fois. En revanche, il fait partie de ces artistes qui ont clairement progressé à vitesse grand V sur différentes séries, et là il arrive vraiment à un niveau très élevé, je trouve, avec un dessin qui, moi, m'a fait penser à plusieurs reprises à du Travis Charest, carrément, notamment dans le travail sur les textures des costumes, sur les postures de corps aussi, avec ses pieds un peu pointus, là comme on le voit en haut à gauche avec les 4 personnages qui arrivent, ce travail assez précis aussi sur les décors. On a l'impression que tout est ancré après très très fin, au retring quasiment. Donc voilà, c'était un comics dont je gardais un très bon souvenir visuel, qui effectivement se confirme. L'histoire est vraiment intéressante, bien que il y a un ensemble de révélations au fur et à mesure dont j'étais moins fan, en fait. En tout cas, je préférais presque ce que l'on nous avait fait croire au début que la réalité après, mais ça reste une histoire intéressante avec plein de persos vraiment vraiment bien. Et puis c'est une série qui va nous permettre après de découvrir tout un tas d'autres personnages très très cool, comme ce jeune patriote par exemple, aussi notamment Kate Bishop, qui fait ses premiers pas, si je me souviens bien, dans cette série, ou alors je suis en train de confondre maladroitement avec la fille de Hank Pym. Non, il y a la fille de Hank Pym, et il me semble qu'il y a aussi Kate Bishop qui apparaît dans cette série. Voilà, bref, tout un tas de personnages que vous reconnaissez aussi, celui qui se fait appeler Hulkling à l'époque, mais voilà, qui va évoluer. C'est très très bien dessiné, c'est intéressant, c'est parfois un peu figé, c'est un peu le problème que j'ai des fois avec Jim Chung, pas aussi dynamique qu'on aimerait le voir, mais ça reste toujours très précis, et donc voilà. Et c'est une mini-série qui se lit vraiment agréablement et qui présente des personnages un peu nouveaux, un peu frais. Et moi j'aime bien en plus ces récits comme dans Les Champions par exemple, de personnages jeunes qui viennent se confronter un peu à des modèles que sont les super-héros adultes, et qui vont un peu arriver avec leur regard de jeunes et se rendre compte que ces modèles sont pas aussi extraordinaires que ça. Et à l'inverse, ça nous permet nous de voir que ces personnages qui sont d'habitude les référents, le sont pas toujours, ou se comportent pas toujours très très bien avec les plus jeunes. Donc voilà, c'est une série plutôt sympa et artistiquement aussi très très convaincante. Alors une petite précision aussi à ce stade, moi j'achète, comme vous le savez, la plupart de mes comics en version digitale pour des raisons de coût principalement, déjà parce que j'ai envie de découvrir plein de choses dans le comics, donc je profite souvent des soldes qui sont faites sur Comixology pour acheter mes comics en version digitale, ce qui fait que j'achète beaucoup d'albums comme ça, entre 4 et 8 euros à peu près, et ça me permet aussi de tester plein de choses, et puis après de éventuellement leur racheter des belles éditions américaines ou françaises. D'ailleurs, j'ai pas forcément de préférence, même si j'ai l'habitude plutôt de lire en VO, mais si l'édition française est de qualité, je prendrai sans problème l'édition française. Mais ça me permet aussi des fois de refaire des collections, c'est-à-dire d'avoir la version numérique de comics que j'ai acheté il y a très longtemps et qui sont plutôt sous forme de floppies d'ailleurs à l'époque, parce que je collectionnais plutôt comme ça, et d'avoir un peu les deux, parce que les versions papier peuvent se détériorer même si elles sont bien emballées. Mais voilà, je préfère avoir aussi ça, pouvoir y accéder plus facilement que d'aller chercher dans la bibliothèque. Et c'est aussi l'occasion de me refaire des runs entiers, et là c'est le cas avec Epic Collection, qui est une belle collection de chez Marvel, qui permet de retracer un peu toute une série. Alors c'est un peu dans le désordre, et les Epic Collection sortent vraiment dans le désordre en fait. Donc là j'ai profité qu'il y avait effectivement des soldes sur les Epic Collection pour reprendre tous ceux de Spider-Man, et essayer de reconstituer un peu les runs. Donc là en l'occurrence c'est les runs de Stan Lee encore, avec l'arrivée de ni plus ni moins que John Romita Jr. Qu'on va voir arriver. Il y a tout un tas d'autres dessinateurs effectivement. Je pense que de toute façon Spider-Man est
est une série que j'ai commencé tardivement, évidemment, à l'époque dans Strange, mais je crois que c'est une des rares séries avec les 4 Fantastiques que j'ai envie de reprendre depuis le Silver Age. Et d'ailleurs, j'ai acheté aussi les Epic Collections des 4 Fantastiques, de Kirby et Stanley, évidemment, parce que je pense que c'est une série qui a construit une mythologie tellement passionnante, qui a introduit beaucoup de personnages vraiment intéressants. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à ça aussi, il y a la chaîne YouTube des rubriques de G qui fait une rétrospective avec Webanto, je crois, qui est assez intéressante, où ils reprend la lecture des intégrales. J'ai suivi un petit peu ça. C'est plutôt pas mal en fait. Si vous avez lu, ce qui n'est pas mon cas, donc j'essaie de regarder d'écouter un petit peu, mais pas intégralement pour pas me spoiler les trucs. Mais si vous les avez lus, c'est plutôt intéressant. Ils rentrent vraiment dans l'analyse de chaque épisode, de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc voilà, je me garde ça un peu sur le coude au fur et à mesure que j'avancerai dans la lecture. Mais c'est surtout intéressant parce que Spider-Man a eu droit à des tas d'artistes différents, avec une évolution de la représentation du tisseur qui est plutôt aussi intéressante. Et donc voilà, ça, je me referai ça petit bout par petit bout pour arriver jusqu'aux épisodes, évidemment, que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Et là, on voit les John Romita qui arrive avec sa façon très particulière de caractériser le Kingpin, Wilson Fisk. Et voilà, c'est un peu la première représentation que j'ai connue. Et puis c'est surtout que c'était la grande qualité de John Romita, qui, je sais pas si vous le savez, mais dessinait avant des comics de romance en fait, et qui donc avait cette réputation de faire des personnages très beaux et notamment des femmes très belles. Et ben voilà, il arrive parfaitement à point nommé pour embellir tout le casting de Spider-Man. Et voilà, et donc c'est un artiste que j'aime beaucoup, et donc je vais prendre beaucoup de plaisir à redécouvrir toutes ces planches. Alors un autre Epic Collections The Amazing Spider-Man, avec là pour le coup une période que j'ai lue, que j'ai adoré, et notamment avec des épisodes totalement cultes signés Tom DeFalco, Louis Simonson, et surtout avec des artistes comme Ron Frenz, Bob Layton, Sal Buscema aussi, que je reconsidère avec le temps, parce qu'on avait toujours un peu l'impression que le meilleur dans la famille c'était John Buscema, et en fait moi j'étais moins fan de Sal Buscema quand j'étais plus jeune, et en fait avec le temps, en le relisant, et ben on se rend compte que le gars était immensément talentueux. Et donc voilà, mais ces épisodes là, c'est vraiment toute ma jeunesse. Ron Frenz, dessinateur sous-estimé mais excellent, dont je vous parlerai prochainement avec Spider-Guile, lorsqu'on va aborder justement ces épisodes de Thor. Ça a été pour moi un des dessinateurs les plus représentatifs de Spider-Man, tout simplement parce que je trouvais qu'il avait, on le voit clairement dans ses planches, à la fois un style comics traditionnel et en même temps une capacité à garder les récits très terre à terre en fait, et les personnages très terre à terre. Les héros n'étaient pas musculeux à ce point-là, les femmes ou les hommes n'étaient pas beaux à ce point-là. Tout était finalement assez simple, presque réaliste. Moi, j'aimais particulièrement cet appart de Peter Parker qui sentait vraiment la misère avec cette table qui était faite avec une espèce de je sais pas comment on peut appeler ça, de rouleau qui servait à enrouler des câbles qu'on trouvait sur les chantiers. Tous ces petits détails qui crédibilisaient vraiment un peu la vie de merde de Parker. Et donc voilà, c'était vraiment un kiff. Donc là, c'est un épisode fill-in, mais cette époque d'ailleurs, c'est l'époque de Strange où j'ai vraiment commencé à découvrir Spider-Man. Donc voilà, je voulais vraiment relire ça, d'autant plus qu'effectivement, il y a des épisodes qui à l'époque avaient été soit abondamment censurés, soit carrément passés sous silence. Donc ça va me permettre de redécouvrir un petit peu dans la continuité The Amazing Spider-Man. On continue sur The Amazing Spider-Man Epic Collection. Quand je vous ai dit que j'en ai acheté pas mal, c'est justement parce que c'était l'occasion de revenir, et notamment sur cette période aussi scénarisée par David Michelini, ou Michelini, je sais plus, Michelini, je dirais. Et dans lesquels on trouve effectivement pas mal de dessinateurs, Todd McFarlane évidemment, Jill Kane, Steve Ditko, mais aussi Erik Larsen. Erik Larsen qui avait eu le malheur de passer après McFarlane, mais qui rétrospectivement a vraiment signé des épisodes dont je me souvenais vraiment avec grand plaisir, et je voulais m'y replonger, et pour reconsidérer aussi le travail et aussi voir son évolution graphique, parce que bien évidemment je vous parlerai d'Erik Larsen dans des prochaines vidéos. Cet épisode là par exemple était assez marrant, signé Colleen Doran. C'est une dessinatrice
bon, je connaissais pas trop Love, je sais qu'il a fait des trucs indépendants. Et à l'époque, ça m'avait paru tellement décalé et tellement différent, avec un côté très, finalement, plus dessin de mode que vraiment, regardez cette Mary Jane magnifique, cette chevelure extraordinaire, que dessin de comics. Mais voilà, j'avais quand même bien aimé. Mais en fait, ce qui était vraiment cool, c'était l'arrivée après de dessinateurs qu'on connaît un petit peu plus sur Spider-Man. Voilà, comme par exemple Erik Larsen, comme je vous le disais. C'est une période très intéressante pour Spider-Man qui se découvre des nouveaux pouvoirs mais qui n'en connaît pas l'origine. On voit que c'est... on est dans un héritage un peu de McFarlane, mais je trouve qu'il y a une rigueur et un storytelling tellement plus clair chez Erik Larsen qui à la fois apporte quelque chose d'un peu cartoon, mais en même temps propose une lisibilité et sans perdre dans le dynamisme de Spider-Man. Donc voilà, moi j'avais vraiment commencé à aimer. Ses postures étaient dingues. Aussi, peut-être pas aussi marquantes parce qu'il arrivait après, mais elle était tout aussi dynamique. J'aimais beaucoup sa façon de texturer aussi le costume, et notamment les reflets. Cet épisode était vraiment très sympa. En plus, il se donnait un peu à cœur joie avec la toile et il faisait des trucs vraiment originaux. Donc voilà, c'était le début d'une autre période avec Erik Larsen là-dessus. Mais un dessinateur que j'avais vraiment bien aimé, là c'est un épisode de Spectacular Spider-Man, donc dessiné par le fameux Sal Buscema et les Twin Towers qui étaient très représentés à l'époque dans les comics. Donc voilà, donc encore une fois, l'occasion de rattraper un petit peu les histoires de Spider-Man sur toute sa période, en fait, jusqu'à nos jours. Bon, je continue avec les Epic Collections. Je vous épargne les 2 autres Epic Collections Spider-Man que j'ai achetées, avec notamment la période avec Kraven aussi, qui était intéressante. Là, pour vous parler de Avengers, écrit par Roger Stern, dessiné par John Buscema, Bob Hall, Marc Silvestri aussi. C'est une période que j'ai littéralement adorée, et il y a un des premiers crossovers que j'ai lu et que j'ai trouvé extraordinaire, qui est X-Men versus The Avengers, The X-Men versus The Avengers. Voilà, que j'avais adoré, mais surtout voilà, c'est cette période. Roger Stern au scénario, John Buscema au dessin, Tom Palmer à l'ancrage. Alors, moi j'ai découvert John Buscema évidemment avec ses titres. Quand je l'ai découvert plus tard sur d'autres titres comme Conan notamment, j'ai pu voir à quel point effectivement l'ancrage de Tom Palmer était quand même assez lourd, mais aussi que même si Buscema faisait un très bon travail sur les Avengers, il n'était pas aussi impliqué, puisqu'il était moins fan des super-héros qu'il l'était sur Conan par exemple. Et c'est vrai qu'à l'époque, le style me paraissait... j'étais assez partagé. D'un côté, l'ancrage me paraissait assez vieillot, un peu épais, donc un peu de finesse, un peu de modernité, ce qui est un peu effectivement le style qu'on peut reprocher à Tom Palmer, qui a tendance effectivement à imposer son style sur les dessinateurs. Et de l'autre, le découpage était top, quoi. C'était juste ce qu'il fallait de classicisme et en même temps d'énergie, de modernité dans la représentation des personnages. Et puis c'est une période des Avengers où on n'était pas forcément dans des croisades cosmiques extraordinaires, dans des redéfinitions de la réalité, dans des batailles spatiales de très grande ampleur. On était finalement dans des histoires plus terre à terre, mais qui étaient passionnantes, avec le Dan Whitman, le Chevalier Noir, qui était un personnage qui semblait pas tout à fait à sa place dans les Avengers, et qui pourtant était devenu un personnage assez intéressant, avec Dr. Druid aussi, la Guêpe qui était, si je me souviens bien à cette époque, la leader des Avengers aussi. Et puis voilà, donc on était sur quelque chose qui était... là on voit les scènes de combat vraiment bien chorégraphiées, chaque personnage avait une place, et c'était pas les Avengers les plus puissants. She-Hulk était là bien sûr, mais Captain Marvel était extrêmement puissante, mais à l'époque n'utilisait pas tout le potentiel de ses pouvoirs. Et donc, c'était un ensemble d'histoires courtes, voilà, mais qui petit à petit construisait quelque chose et qui allait amener vers un des plus gros crossovers des Avengers, Under Siege, qui est un classique d'un classique. Moi, je vous recommande fortement de lire cette période. Regardez ses dessins. She-Hulk est magnifique.
Monica Rambeau, Captain Marvel, est un de mes personnages préférés de cette époque, qui va devenir le leader des Avengers et qui est pour moi, une des meilleurs leaders des Avengers de tout ce que j'ai pu lire. C'est un personnage que j'adorais tellement, là où justement on revient sur son origin story, et qui était en plus un personnage qui montait en puissance, qui devenait, qu'on trouvait rationnelle, intelligente, toujours avec aussi une vraie sensibilité dans la façon d'aborder les problèmes par rapport aux autres. Et donc c'était assez logique de la voir monter en puissance et devenir de plus en plus charismatique, de plus en plus indispensable dans les Avengers. Et j'ai adoré toute cette période qui la mettait en valeur comme ça, qui la faisait monter jusqu'au leadership tout à fait mérité et comment dire, incontestable. Et en plus dans des épisodes où elle a été un super leader. Donc voilà, cette période-là est vraiment extraordinaire. Quelques épisodes, je pense, un peu fill-in. Mais voilà. Et surtout cette saga extraordinaire où le corps de Hercule blessé, je dis une bêtise, excusez-moi, en fait, Under Siege se passait avant, justement. Et Hercule était blessé. Et justement, il y a toute une saga qui tourne autour de ce Hercule qui a été kidnappé alors qu'il était dans le coma. Et les Avengers vont mener l'enquête. Et on retrouve en guest star Thor, ni plus ni moins que débarquant tout droit de son run chez Walter Simonson, dont je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait avec Spider-Girl. On parle justement de cette période et il arrive avec cette armure qui est à la fois superbe mais en même temps a une connotation très dramatique puisque à l'époque il la porte parce qu'il n'a pas trop le choix en fait. Mais je vous invite à lire les épisodes pour comprendre pourquoi. Donc voilà, épisode vraiment extraordinaire des Avengers. J'ai adoré cette période et je vais prendre un gros kiff à tout relire, surtout je pense qu'encore une fois, comme j'avais lu la version française, je vais peut-être voir des choses que je n'avais pas vues qui avaient été enlevées à l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Alors on continue les Avengers, mais cette fois-ci avec les Avengers West Coast, donc les Vengeurs de la côte ouest, qui est une équipe que j'ai suivie vraiment sporadiquement quand j'étais plus jeune. Je crois que c'était dans Titan qu'elle paraissait. Là je l'ai pris évidemment parce que John Byrne évidemment, qui scénarisait et dessinait la série et qui a amené tout un arc vraiment intéressant sur la Scarlet Witch, sur la sorcière rouge, qui va être confrontée à la disparition de Vision. C'est des choses qui ont été reprises dans la série WandaVision. Alors pas de manière vraiment littérale, mais dans des petits bouts qui ont été pris, et notamment la fameuse version toute blanche de Vision vient de ce run-là, si je ne me trompe pas. C'est en plus Byrne qui va faire du Byrne, c'est-à-dire scénaristiquement essayer d'aller expliquer et revisiter et voire même retconner des choses du passé. Et puis c'est aussi la qualité du dessin de Byrne, évidemment. Moi je suis un très grand fan, donc je prends Byrne de toutes les périodes. Et puis en plus c'est une histoire avec des persos que je connaissais moins, comme typiquement Hawkeye, que je connaissais beaucoup moins, Wonder Man aussi, à qui donne un look bien d'époque avec le petit mulet qui va bien, mais qui finalement est enfin un personnage plutôt intéressant visuellement. Mockingbird aussi, Tigra. Bref, c'est des personnages que je connaissais pas très très bien, mais qui ici forment une équipe un peu dysfonctionnelle, ce qui changeait un peu des Avengers. Et donc voilà, donc j'avais envie de me remettre dans ce run, surtout que je n'ai pas lu ces premiers épisodes. Voilà, j'avais lu que plus tard, en fait, que je suis arrivé que plus tard dans la saga, donc j'avais envie de revenir au début. On continue avec les Epic Collections. Daredevil, avec une période, encore une fois, que j'avais lu à l'époque, mais vraiment par petits bouts. Donc là, voilà, je voulais reprendre tout dans la continuité. Ann Nocenti au scénario, John Romita Jr. au dessin, avec des passages de Walt Portacio, Ron Lim aussi. C'est une période qui m'a fasciné parce que John Romita Jr. Ce n'est que plus tard, j'ai vu que les scénarios d'Ann Nocenti étaient aussi très intéressants. Mais voilà, j'avais envie de reprendre tout depuis le début, tout relire, essayer déjà d'être dans la continuité de l'histoire et voir un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, c'est John Romita qui commence à migrer de son style de X-Men vers un autre style,
parce que bon, là aussi je ferai à l'occasion quelque chose sur John Romita Jr. et ses myriades de styles et son évolution stylistique qui est une des plus passionnantes, je trouve, dans le comics avec Mike Mignola. Mais voilà, déjà sur Daredevil, on retrouve tout ce que moi j'aimais à l'époque sur son style, à savoir cette stylisation de Daredevil là qu'on peut le voir en haut à gauche sur cette gargouille, cette façon d'utiliser des tas de traits plus ou moins épais, que ce soit en arrière-plan pour designer les routes, les décors. Cette stylisation aussi des visages des personnages sur Daredevil, je trouve, est vraiment, vraiment excellent, avec quelques traits aussi. J'aimais beaucoup aussi la façon dont il ne présentait pas de manière détaillée les muscles, et là on le voit notamment sur le Kingpin. Lui aussi fait un Kingpin extraordinaire, mais travailler plutôt les masses en fait, et donner cette impression de volume permanente. Et sur Daredevil ça allait bien, et puis c'est vrai que voilà, on le voit ici lorsqu'il est debout sur le véhicule, il arrivait à lui donner quelque chose d'inquiétant en fait. Et donc voilà, et c'est vrai que moi je suis arrivé sur ce run un petit peu plus tard, avec notamment les épisodes avec Mephisto, et donc je n'ai pas lu cette partie avec Typhoid Mary, qui est un personnage au look plus qu'improbable, mais qui a l'air scénaristiquement intéressant. Et voilà, et donc je voulais reprendre ça, et puis vous voyez Daredevil quoi, avec une agilité et une façon de le dépeindre aussi en mouvement qui est différente de celle de ce qu'il a fait sur Spider-Man par exemple, mais qui reste aussi assez impressionnante. Donc voilà, j'ai très hâte de me remettre là-dessus. Et puis en plus, c'est la période de John Romita excelle dans le dessin urbain en fait, et dans la représentation de personnages du quotidien. Et donc voilà, je trouve que sur Daredevil c'était le ton parfait. Alors voilà, je vais finir encore avec un Epic Collection Génération X. Je vais pas pouvoir vous présenter tous les trucs Marvel finalement, parce que ça fait beaucoup et je voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps, et elle est déjà assez longue comme ça. Génération X, alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un peu une nouvelle version des Nouveaux Mutants, sortie dans les années 90, et qui a permis de faire connaître deux artistes. Alors en tout cas de connaître un peu plus largement, parce qu'ils avaient déjà un peu œuvré avant. Et bien c'est Joe Madureira et Chris Bachalo. Génération X, c'est une équipe qui est apparue dans Uncanny X-Men, donc on le voit avec cette magnifique couverture de Joe Madureira à l'époque où il arrivait sur les X-Men et où il commençait vraiment à montrer ce style qu'on lui connaît, en tout cas les premières étapes. Moi j'adorais cette période un petit peu entre deux encore, entre le Joe Madureira de Battle Chaser et juste après le Joe Madureira que j'avais découvert dans Deadpool. Voilà, avec ce style ultra détaillé. Je pense qu'il était ancré par j'ai pas vu, mais Artibert Tim Townsend peut-être, ouais. Tim Townsend, qui était partie de ces encreurs qui sont capables d'aller ancrer des gars comme ça très pointus et avec énormément de détails, notamment vous voyez le design des phalanx, qui sont ces créatures techno-organiques un petit peu, ces aliens techno-organiques, que Madureira représente avec moult détails, et qui sont suivis par ce travail d'ancrage extraordinaire. On retrouve déjà les traits très caractéristiques des personnages chez Madureira, des grands yeux, déjà des traits à la limite de la caricature, mais quand même dans un cadre, dans un style qui était encore très marqué par le comics traditionnel. Et je me souviens quand j'avais découvert ces numéros, il m'a fallu du temps pour traquer les 4 épisodes qui pourront constituer l'histoire, en single, parce que c'était très compliqué à trouver. Plus avec des couvertures, je crois avec des gimmicks type argenté, tout ça et tout, bref, très compliqué. Mais vraiment, découverte de Madureira, découverte de ce style, de ce niveau de détail. Regardez ce dynamisme extraordinaire à droite de ce personnage techno-organique, extrêmement bien designé. C'est une histoire qui était plutôt cool en plus, et qui permettait donc de découvrir ça. Il y avait, ça alternait entre Uncanny X-Men et X-Men, et donc l'autre partie était dessinée par Andy Kubert. Moi, donc je vous parlerai un jour aussi de son frère, parce que des fois j'ai été team Andy Kubert, et des fois j'ai été team son frère dont le nom m'échappe tout de suite, mais il va me revenir, j'espère, un petit peu plus tard dans cette vidéo. Bref, c'est un peu une honte, mais c'est pas grave. Son frère qui a dessiné les Ultimate X-Men, mais dont le nom... Adam Kubert, pardon. Adam Kubert, ça me revient. Bon, en même temps, Adam et Andy, c'est très proche. Mais voilà, mais qui ont des styles totalement différents, et à l'époque, j'étais vraiment plus fan d'Andy Kubert. Et puis avec le temps,
je trouvais que son dessin se fichait un petit peu et que du coup j'étais plus devenu team Adam Kubert. Mais voilà, en tout cas, gros changement par rapport à Madureira, mais un truc intéressant. Et surtout, je vais vous montrer les premières planches, à nouveau du Madureira, les premières planches de Chris Bachalo sur ce titre. Chris Bachalo, qui est arrivé de chez Vertigo, si je me souviens bien à l'époque, qui avait fait Death notamment, qui est une série dans l'univers de Sandman, dans le label Vertigo, et qui arrive avec son style très particulier, et qui oscille entre une forme de dessin très stylisé, on le voit ici par exemple avec ses feuilles, et sa façon de faire la nature aussi, entre détail et stylisation, presque, je vais dire cartoon, mais plus légère, on va dire. Et puis une façon aussi un peu d'exceller un peu dans la représentation des personnages juvéniles. On est encore loin, très loin du côté encore plus cartoon qu'il va développer et accentuer par la suite. Et quand il va revenir sur les X-Men ou quand il va faire Steampunk par exemple, et puis d'autres séries sur lesquelles il va évoluer. Je trouve que ce style-là était plutôt intéressant, mais on retrouvait déjà des petites bases qui vont faire sa marque de fabrique stylistiquement, au niveau des visages notamment. Des visages plutôt fins, avec des façons de styliser des choses en plus petit et donc de ramener les visages ou les décors à sa plus simple expression. Il y avait une vraie élégance dans son style, c'était assez atypique. Son personnage de Gateway, là qu'on voit, qui est le téléporteur des X-Men, période australienne, justement, auquel il fait une tête un peu caricaturale, mais qui est plutôt sympa en fait. Et voilà, et on retrouve ce style très graphique ici avec des petits visages et tout. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller dans des petites cases, dans plein de petits détails. Je trouve que son storytelling était moins confus qu'il ne l'est devenu après sur d'autres séries. Là, ça restait quand même assez lisible et en même temps très détaillé. Et ça donnait une tonalité un peu singulière à Génération X. Voilà, j'avais beaucoup aimé jouer avec les feuilles, tous ces petits effets stylistiques qu'ils trouvaient. Et puis des personnages en plus qui étaient assez intéressants, assez atypiques dans leur style aussi, avec leur style de pouvoir aussi. Ils préfiguraient presque un peu les personnages des X-Statix. Certains avaient des pouvoirs un peu barrés, quoi, un peu décalés, qui en faisaient vraiment physiquement entre guillemets des monstres, quoi. Comme Chamber par exemple, dont la moitié du visage ici était remplacé par de l'énergie. Donc des personnages plutôt intéressants, mais encore une fois que j'ai suivi de loin par petites touches, et là j'avais envie de reprendre intégralement et du coup de revoir Chris Bachalo un peu, alors pas vraiment à ses débuts, mais en tout cas à ses débuts chez Marvel. Allez, je peux pas me résigner à finir cette vidéo sans quand même vous présenter le dernier Epic Collection. C'est pas le dernier que j'ai acheté, mais sur une autre série, Iron Fist, qui est une série que je n'ai pas particulièrement suivie étant plus jeune. Vraiment, j'ai reprise avec le run d'Ed Brubaker et Matt Fraction. Mais en fait, cette Epic Collection, je l'ai pris pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a l'origin story de Iron Fist que j'avais lu pour le coup dans un spécial Strange, spécial Origin, je crois, dessiné ni plus ni moins par Jill Kane, qui fera toujours plaisir à notre ami The French Geek, qui est un fervent défenseur de cet artiste et dont il loue à raison la qualité de représentation de l'anatomie, etc. Et là, effectivement, on se retrouve avec ce travail de Jill Kane qui est vraiment, vraiment intéressant. Je suis moins fan de l'ancrage, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé l'origin story et la façon dont le personnage était amené, et un peu la mythologie aussi autour de Kunlun, qui était plutôt intéressante. Et d'ailleurs, si vous lisez Firepower, je pense que vous avez compris que la série de Chris Samney et Robert Kirkman, je pense que vous avez compris qu'elle puise allègrement dans la mythologie de Iron Fist. Et c'est vrai que il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans cet univers. Voilà, j'étais très fan des films de Kung Fu, donc forcément, ce personnage qui se retrouvait à cette cité mythique avec ce pouvoir. Et notamment, même si, encore une fois, je disais, il y a des petites choses dans le dessin qui peuvent gêner, comme des fois les visages sont un peu asymétriques ou autres. Il y a vraiment une vraie puissance et surtout une qualité chorégraphique que j'avais appréciée. Et notamment cette séquence où il manifeste pour la première fois le Iron Fist,
que j'ai trouvé parfaitement bien découpé entre la posture de la main qui se crée et la façon dont en 3 temps, en 3 cases, il va lancer son poing et pour terrasser son adversaire. Voilà, j'avais trouvé ça plutôt bien. Après, je ne sais pas ce que ça vaut en termes de scénario sur les histoires, je pense que c'est assez classique de l'époque. Mais comme je l'avais dit dans les articles que j'avais consacrés à Shang-Chi, j'aime bien replonger dans des comics un peu de l'époque pour voir notamment comment les scènes de combat sont chorégraphiées et mises en scène dans les comics. Et puis surtout, la deuxième raison que j'évoquais, qui a fait que j'ai pris cette épique collection, c'est qu'il y a les premiers pas d'un petit artiste qui va juste marquer une décennie entière, à savoir John Byrne. Alors si je me souviens bien, j'espère ne pas me tromper, je crois que c'est vers ce numéro-là qu'il apparaît. John Byrne qui fait ses débuts ici, alors il me semble pas que ce soit ses premières pages, mais qui est surtout associé pour la première fois avec Chris Claremont, avant qu'ils arrivent sur les X-Men bien évidemment et qu'ils fassent leur run de légende. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir John Byrne, la légende, dans ses premiers pas. Et effectivement, on voit que le gars déjà était très talentueux. On retrouve pas encore tous les éléments caractéristiques de son style, et notamment au niveau des visages. Mais par contre, on voit très vite qu'il a déjà un niveau plutôt pas mal, très inspiré effectivement par des artistes plus classiques avant lui. On va retrouver, notamment plus dans les personnages féminins, quelques traits, et aussi ce petit effet stylistique que vous reconnaissez peut-être à droite avec ce personnage, je crois que c'est Angar le Cri, Angar the Screamer, qui ressemble à un hippie avec un cri spécial. Cherchez pas à comprendre. Et vous reconnaissez cet effet stylistique que Byrne va utiliser à plusieurs reprises dans les X-Men pour manifester des pouvoirs télépathiques ou notamment avec le Phénix. Et je pense que c'est un truc, si je me souviens bien, qu'il avait dû prendre sur les X-Men justement de Neil Adams, parce que il me semble que le premier que j'ai vu utiliser cet effet, c'était Neil Adams dans un épisode des X-Men qu'il avait dessiné. Il n'en a pas fait beaucoup, mais dans ces épisodes-là, et du coup voilà, on retrouve ce petit truc-là, et puis on retrouve tout simplement les qualités de Byrne, c'est-à-dire une anatomie plutôt bien foutue, une capacité à avoir un storytelling ultra propre, voilà, Misty Knight qui apparaît, tout est effectivement très classique, qui peut paraître très old school. On n'a pas encore du très très grand Byrne, mais on a clairement déjà un dessinateur de qualité, et pour avoir feuilleté un peu le truc et avoir regardé un petit peu plus loin, on voit déjà, mais par exemple ici, on commence à reconnaître quelques trucs de Byrne, notamment ce petit personnage au crâne rasé en bas à gauche, qui fait vraiment un peu penser à un proto Charles Xavier. D'ailleurs, ce petit personnage, non, c'est pas Danny Rand d'ailleurs. Et puis voilà, donc on va commencer à retrouver les premiers petits trucs, la musculature aussi un petit peu, la façon de dessiner les pectoraux avec les petits effets en dessous. Donc voilà, et ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment intéressant de voir la Misty Knight commencer à avoir un peu les traits qu'il lui donnera plus tard. On commence à voir les bases du style d'un dessinateur. Et en plus, je crois que cette histoire, elle est d'autant plus intéressante que, si je ne me trompe pas, mais vraiment j'essaierai de vérifier, ou je vous inviterai à vérifier, c'est que il me semble qu'il a relié plus tard dans Namor. Il est revenu sur cette histoire qu'il a racontée ici avec Iron Fist et ses personnages végétaux. Et donc voilà, donc ça m'intéressait de refaire le pont avec ça et de voir ce qu'il avait raconté à l'époque. Donc voilà, une raison encore de découvrir John Byrne et de voir comment il est devenu un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Oui, j'ose le dire. Voilà, écoutez, on va dire que c'est fini pour aujourd'hui sur cette vidéo Marvel. Je pensais vous présenter plus de titres, mais déjà vous avez eu un petit aperçu de la lecture ou de la relecture qui me reste à faire, et aussi de sans doute quelques petites vidéos dont je vous parlerai prochainement. On se quitte pas sur les plus belles pages de John Byrne, donc je vais essayer d'en trouver peut-être un peu mieux. Mais bon, voilà, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur cette fois-ci les titres DC Comics que j'ai achetés dans ces dernières semaines, et aussi après les titres indés pour la fin de l'année. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, merci de faire vivre cette chaîne et ce petit projet autour de l'art graphique des comics. Et prenez soin de vous, et je vous donne un rendez-vous très bientôt. Merci, ciao.